Bien, alors, revenons à notre sujet. Vincent Bontemps, qui va me rejoindre. Ça, c'est le fruit de la collaboration avec InnoValley. Allez, viens, je vais le tutoyer aussi, on l'a décidé tout à l'heure. Alors, tu es philosophe des sciences et des techniques. On applaudit mon copain, s'il vous plaît. Vincent. Chercheur au CEA à Saclay, spécialiste des enjeux critiques des technologies émergentes et des transformations numériques. Alors ça, je suis incapable de l'apprendre par cœur. Et d'ailleurs, Vincent n'a pas mis son chapeau. Enfin, je regrette. Parce que si tu avais eu ton chapeau, j'aurais pu le faire. Non, il n'a pas mis son chapeau. Mais comme on n'a pas fait de Paris, il n'a pas mis son chapeau. Alors, quand on a préparé cette intervention, Vincent, moi j'ai eu ce questionnement. On ne sait pas si vous êtes, on parlait de politique, hein, on ne sait pas si vous êtes un écologiste, si vous êtes un dirigeant, si tu es, pardon, un dirigeant. J'ai du mal avec le tu, hein, mais il va falloir que je m'y fasse. Hein. Alors, parce que tu as les arguments des premiers, mais vraiment fermement, je me suis posé la question, si on n'était pas dans un moment politique, donc les arguments des écologistes, mais tu parles aussi au second, c'est-à-dire aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux patrons, aux start-up ou autres. Alors, moi, j'ai envie de te poser la question, mais qui es-tu, Vincent Bontemps ? C'est un mystère, même pour soi. Il faut se connaître soi-même, disait Socrate. Non, il y a bien quelque chose de philosophique dans le fait de vouloir tenir le même discours, que l'on soit dans un public militant écologiste ou qu'on soit auprès de chefs d'entreprise. Ou même pour moi, puisque j'ai plusieurs casquettes, en train de travailler avec l'armée. Il faut avoir l'envie de dépasser les clivages qui sont trop faciles, les dilemmes dans lesquels on essaye de nous enfermer. L'un de ces dilemmes, c'est l'opposition entre un attachement légitime au progrès et qu'on va immédiatement rabattre sur une confiance absolue dans la croissance et dans le fait que progrès et croissance seraient indissolublement liés. Et de l'autre côté, une conscience qu'il faut ralentir, qu'il faut être moins puissant au sens du débit d'énergie de ce que l'on fait à la planète, et que cette décroissance relative soit immédiatement identifiée comme de la régression, un retour en arrière. Si on reste pris dans ce dilemme, alors on est en souffrance, on a une conscience malheureuse, parce que l'on s'efforce de faire des progrès pour avancer, par exemple, technologiquement, améliorer les rendements, et toute chose qui devrait améliorer la situation, parce que finalement, quand vous faites de meilleures technologies, a priori, vous devriez pouvoir dépenser moins de matière, moins d'énergie, moins de temps de cerveau pour obtenir le résultat que vous voulez. Mais si tout ça est pris dans un système qui, par l'effet rebond, finalement, encourage des usages, des désirs intempérants, des usages plus puissants, plus intenses, alors vous avez l'impression que vous n'avez pas du tout participé au progrès. Et de l'autre côté, si vous essayez de vous mettre du côté de la préservation des potentiels, de l'habilité de la planète, de choses qui sont pour nous tous des choses douloureuses, de savoir que nous avons abîmé notre environnement, eh bien, si c'est pour finalement faire de la technologie, de la science, de la recherche, y compris pour des besoins les plus utiles, le bouc émissaire des évolutions de notre civilisation, vous n'êtes pas satisfait non plus. Donc c'est là où j'ai commencé à travailler il y a déjà presque 10 ans sur l'écotechnologie, sur la high-tech, en pensant que la high-tech c'était la bonne technologie, dans le bon milieu associé, qui travaille au bon rythme et évidemment pour des usages légitimes, de préférence ayant été délibérés démocratiquement. Si je vous demande si vous avez envie de vous passer de l'hélicoptère pour faire des sauvetages en mer ou de la même technologie pour emmener des gens pour faire des descentes à ski en haut du Mont Blanc, votre réponse ne va pas être la même. Il faut sortir des jugements à l'emporte-pièce sur les technologies. Alors, je ne sais pas si... Ça y est, je ne m'entendais pas. Ça fait une drôle de sensation. Alors, on voit bien que tu parles de maintien une coexistence entre l'espèce humaine et le reste du vivant. Mais est-ce que... Et des machines. Et des machines, mais ça veut dire qu'on va trop vite, trop mal. Moi, j'aimerais un peu avoir une... Je ne dis pas une jauge, mais un état un petit peu.
on a des jauges, mais elles restent abstraites, dans la mesure où toutes les mesures qui sont liées aux limites planétaires nous indiquent que nous sommes en train de détériorer irréversiblement un certain nombre des grands équilibres, les homéostasies qui permettent à la planète de se régénérer. Mais en même temps, ce qui se pose à nous, c'est un enjeu que j'appelle, et je vais employer un mot barbare, c'est le travail du philosophe, de rétroscalabilité. C'est-à-dire que nous avons à prendre l'information sur la plus grande échelle, à la fois l'échelle globale du système monde, de la planète, mais aussi sur l'échelle de temps. Il faut bien se rendre compte que absolument les technologies qu'on emploie et qu'on développe actuellement, leur horizon de visibilité est pas très élevé. Il y a peu de choses dont on peut penser que ça passera le siècle. Donc il faut réussir à prendre cette information, mais pour faire un feedback, un retour, pour réfléchir ensuite par rapport aux besoins de la société. Qu'est-ce qu'on change, et pas uniquement, je veux dire, dans les contraintes à la consommation. Qu'est-ce qu'on change dans notre ingéniosité de production, de gouvernance? Quand est-ce qu'on mettra en place la comptabilité triple, celle où une entreprise ne sera pas responsable uniquement de ses résultats financiers, mais aussi éventuellement de son utilité, de son impact social et de son remboursement d'une dette écologique pour son impact? Parce que, je vais vous dire, en effet, moi je suis très politique, mais d'une certaine manière, je me contrefous de la 6e République ou du programme très précis de l'homme politique. Parce que ce que je souhaite changer de façon politique, c'est l'institution dans laquelle 90% de nos concitoyens et de nos contemporains, en règle générale, travaillent. Celle qui a un véritable impact sur le monde, c'est l'entreprise. S'il y a quelque chose, et quand je le fais, en effet, vous me voyez arriver avec des gros sabots bolcheviques, mais en fait, je discute avec Antoine Frérot, l'ancien PDG de Veolia, qu'on peut difficilement soupçonner d'être un gauchiste, en fait. Et quel est son rêve, lui? C'est de rendre à l'entrepreneur une vraie fonction d'arbitrage, de pilotage de l'entreprise. Et pour ça, ce qu'il rêve, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que la réforme Montebourg, c'est que son conseil d'administration soit constitué de 3 tiers, un tiers qui représente les actionnaires, les gens qui apportent le capital financier, un tiers qui représente les parties prenantes, avec une grosse partie en fait des employés, des gens qui produisent la valeur, des travailleurs de son entreprise, mais aussi des sous-traitants, les partenaires, et un tiers qui représente des scientifiques, les pouvoirs publics, la société civile, et que lui puisse arbitrer entre ces différentes feedbacks. Et là, je lui disais, oui, mais enfin, ton conseil d'administration, c'est une chose, mais quand tu vas vers l'Assemblée générale, si c'est pour avoir pris des choses qui ne correspondent pas aux désirs de l'Assemblée générale, et on en a eu un exemple tout à l'heure pour ceux qui ont assisté, une Assemblée générale, c'est quand même aussi, ça peut être un grand moment d'intelligence collective. Mais si il y a un gros désajustement au conseil d'administration et à l'Assemblée générale, est-ce que ça sert à quelque chose? Et lui me disait, tu sais, si tu peux passer une loi qui fait que ne peuvent voter que ceux qui sont là depuis plus d'1 an, ceux qui ont déjà assisté au précédent exercice, une fois qu'on est libéré du capital volatile et spéculatif, en fait, il y a moyen de discuter. Il y a moyen de trouver des arbitrages qui ne sont pas que de cracher du dividende pour la société anonyme et de redonner une fonction. Donc vous voyez, je travaille aussi avec les gens des mines, je co-dirige le master management de la technologie et de l'innovation qui est Paris-Dauphine, les mines, CEA, et c'est ces gens-là qui ont fait la loi Pacte, donc les entreprises à mission. Donc j'essaye d'avoir un raisonnement concret et de casser les préjugés sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais dans la technologie, parce qu'en fait c'est assez complexe et on doit compliquer un peu le raisonnement. Mais ce qui veut dire que dans tes propos, une entreprise, elle doit produire, parce que c'est son rôle, enfin créer de la valeur, c'est quand même la base, sinon c'est très compliqué, il n'y a pas d'argent public, il vient de quelque part, tu l'as dit. Mais en revanche, son rôle ne peut pas s'arrêter là, elle doit aussi être un acteur du changement. Elle doit aussi être un acteur majeur de l'impact que cette activité génère. Reprends l'idée. Je pense qu'une entreprise, c'est comme toutes les organisations, quelque chose qui veut survivre.
Et que par conséquent, tout le but du jeu est précisément d'organiser pour elle aussi la rétroscalabilité. C'est-à-dire qu'une entreprise a aussi un milieu associé, et par conséquent, elle a besoin qu'ils survivent, elle a besoin de terroirs technologiques, comme ici à Grenoble, où la conception, la production, la communication sont intégrées sur un même terroir et peuvent se reproduire. J'ai beaucoup travaillé avec l'arc horloger suisse, par exemple, enfin franco-suisse. Ces terroirs technologiques, c'est des créations extrêmement précieuses. Et à partir du moment où on a cette volonté de durabilité pour l'entreprise elle-même, on peut faire passer des arguments qui vont avoir l'air au départ très subversifs.